Dans cette vidéo, nous allons expliquer plus en détail deux phénomènes qui ont lieu lorsque la lumière se propage. Vous le voyez notamment à travers cette expérience. J'ai mis une paille dans un verre d'eau et la paille semble casser alors que bien évidemment c'est juste un effet d'optique. De plus, quand je regarde un petit peu en hauteur au-dessus du verre d'eau, j'ai l'impression de voir deux pailles alors que je n'ai mis qu'une seule paille dans le verre. Pour expliquer le phénomène de réfraction et le phénomène de réflexion, on a besoin de définir un peu de vocabulaire, notamment le dioptre. Le dioptre, c'est la surface de séparation entre deux milieux. Si je prends ce verre, il y a à l'intérieur de l'air, tout autour de l'air, et ici c'est un matériau en verre. Ici vous avez un dioptre, alors vraiment la surface de séparation entre l'air et le verre, c'est un dioptre air-verre, et de l'autre côté, là quand la lumière traverse, elle rencontre un deuxième dioptre, qui est le dioptre entre le verre et l'air. Si maintenant je prends un verre d'eau, donc ce même verre mais rempli d'eau, la lumière, quand elle le traverse, elle va rencontrer plusieurs dioptres. Tout d'abord, il y a un dioptre entre l'air et le verre, puis un dioptre entre le verre à l'intérieur et l'eau, puis un dioptre entre l'eau et le verre, puis un dioptre entre le verre de ce côté à l'extérieur et l'air. Le dioptre est donc la surface qui sépare deux milieux. Des milieux sont des matériaux différents, caractérisés par leur indice optique, qu'on note petit n, et qui permet de savoir de quel matériau on parle. Quand la lumière arrive sur un dioptre, voilà ce qu'il se passe. Tout d'abord, une partie de la lumière est réfléchie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas traverser le dioptre, mais au contraire, elle va rebondir dessus, elle va être déviée, sans traverser le dioptre. Ça, c'est le phénomène de réflexion. Et il se passe autre chose, une autre partie de la lumière va traverser le dioptre, mais en étant déviée. C'est ce qu'on appelle la réfraction. On va donc appeler angle réfléchi, le rayon réfléchi, le rayon qui va subir le phénomène de réflexion, et rayon réfracté, le rayon qui va subir le phénomène de réfraction. Alors j'ai parlé d'angle, parce qu'en fait, pour quantifier un peu tous ces phénomènes, on va devoir mesurer des angles, parce que vous allez voir que tout ça ne se fait pas au hasard, mais suit certaines lois qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. Pour définir les angles, qui vont nous être utiles aux mesures, on va utiliser une droite en pointillé, qu'on fait perpendiculaire au dioptre et qui est au point d'intersection avec le rayon incident, qu'on fait en pointillé parce que c'est une droite imaginaire, et qu'on appelle la normale. Pensez à bien mettre le E à normal. Cela va nous permettre de définir l'angle incident I, qu'on note parfois I1, l'angle réfléchi I', et l'angle réfracté R, qu'on note parfois I2. Alors ça paraît assez fou de le dire comme ça, mais la nature fait bien les choses et tous ces angles-là ne sont pas faits au hasard. C'est-à-dire que si l'angle I vaut une certaine valeur, eh bien la valeur de I' et de R sont déjà déterminées par les caractéristiques des matériaux. Tous ces angles sont reliés par des lois mathématiques qui ont été mises en évidence par M. Snell et M. Descartes, et on utilise donc leurs noms pour les lois. Première loi tout d'abord, la première loi vous dit que tous les rayons sont dans un même plan d'incidence. Le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté appartiennent tous les trois au même plan, qui pourrait être le plan de la table ici. Il n'y en a pas un qui va ressortir du plan. Par exemple, le rayon réfracté ne va pas se présenter comme ceci, il va être vraiment dans le plan de la table. Deuxième loi de Snell-Descartes, elle concerne le phénomène de réflexion. Elle vous dit que le rayon réfléchi se réfléchit avec le même angle I' que l'angle d'incidence. Autrement dit, quand vous voyez votre image, votre reflet dans le miroir, eh bien vous vous voyez tel que vous êtes dans la réalité. Il y a vraiment une symétrie entre la réalité et le reflet du miroir. Heureusement, sinon ce serait pas très pratique le matin. Et enfin, troisième loi, elle est un peu plus complexe puisqu'elle met en jeu des fonctions sinus. Elle explique la valeur de R, l'angle réfracté. Et il se trouve que quand on fait N1, l'indice optique du milieu 1, fois le sinus de l'angle incident, on trouve N2 fois sinus de l'angle réfracté. Vous voyez, le N1, il est du côté de l'angle incident,
on fait N1 fois sinus I. Le N2, il est du côté de l'angle réfracté, on fait N2 fois sinus R. Donc ça, c'est très pratique parce que vous voyez que si vous connaissez N1, I et N2, ça vous permet de prévoir la valeur de R. De même, si vous connaissez N1, N2 et R, vous pouvez remonter à la valeur de I. Et c'est aussi possible de trouver la valeur de l'indice optique d'un des milieux. Si vous connaissez l'angle incident, que vous mesurez l'angle réfléchi en faisant une expérience, l'angle réfracté en faisant une expérience, et que vous connaissez le deuxième milieu, et bien dans ces cas-là, vous pouvez trouver l'indice optique du premier milieu. Ça vous permet notamment de savoir de quel matériau vous parlez. Faisons un exemple pour bien comprendre le calcul. Ici, je connais l'angle I, l'angle d'incidence avec lequel le rayon lumineux arrive sur le dioptre. Ici, je connais le premier milieu, c'est de l'air, indice N1 égale 1. Je connais le deuxième milieu, en bas j'ai de l'eau, indice N2 égale 1,33. Je cherche donc l'angle réfracté R. Comme c'est un phénomène de réfraction, je vais donc utiliser la troisième loi de Descartes. Et comme je suis content de connaître le nom, je l'écris. J'écris ensuite la loi en adoptant mes notations aux notations de l'énoncé. Donc ici, N1, c'est bien N1. Le I, des fois je peux trouver I1, donc je mettrai la notation correspondante. Ici, N2 et R pour sinus R. On garde en tête que c'est R que je cherche, donc je vais commencer par isoler sinus R. Comme j'ai une multiplication avec N2 ici, je vais passer N2 de l'autre côté en faisant l'inverse d'une multiplication, c'est-à-dire une division. Et j'obtiens N1 fois sinus I divisé par N2 égale sinus R. Je peux l'écrire dans l'autre sens, parce qu'en général, on écrit ce que l'on cherche à gauche. Une fois qu'on a fait cette étape, soit on peut remplacer par les chiffres directement, les chiffres de l'énoncé, soit on peut pousser le calcul littéral, c'est-à-dire avec les lettres, jusqu'au bout. Et on va faire l'opération inverse de sinus pour vraiment retrouver juste le R. On va faire arc sinus. Alors, si vous êtes plus à l'aise, encore une fois, vous pouvez faire directement avec les valeurs. D'abord, je vais montrer les deux méthodes. Sinus R, on va remplacer ici par toutes les valeurs de l'énoncé. 1 fois sinus 75 divisé par N2 qui valait 1,33. Je vais donc écrire à la calculatrice 1 fois sinus de 75 divisé par 1,33 et j'obtiens 0,726, etc. Donc j'arrondis à 0,73. Puis comme je cherche R, je vais faire l'opération inverse de sinus, c'est-à-dire arc sinus, et je vais faire le arc sinus de ce que je viens de calculer, 0,73. Pensez à mettre votre calculatrice en degrés, sinon ça ne marchera pas. Donc je retape 0,73, je fais l'opération inverse de sinus, j'obtiens 46,88, etc. Donc à peu près 47. Et comme c'est un angle, on met degrés. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise et qui veulent pousser le calcul littéral jusqu'au bout, je vous mets ici la deuxième méthode. On va faire l'opération inverse du sinus pour avoir R et on va faire arc sinus de tout ça. Donc voilà, je l'ai recopié entre parenthèses. Maintenant, on va pouvoir remplacer par les chiffres. Et une fois que j'ai remplacé par les chiffres, je vais le taper à la calculatrice. Et je retrouve, là encore, R égale 47 degrés. Si vous ne trouvez pas ce résultat, ça veut peut-être dire que vous n'avez pas mis les parenthèses ou que vous n'avez pas mis votre calculatrice en degrés mais en radians. Dans ces cas-là, vous allez dans mode ou paramètres ou quelque chose comme ça et vous changez donc les radians en degrés ou alors tout simplement vous avez confondu sinus et arc sinus. Donc faites bien attention à votre calcul. À présent, je voudrais utiliser le phénomène de réfraction pour utiliser le phénomène de dispersion de la lumière. Le phénomène de dispersion de la lumière, on l'avait déjà vu en début de chapitre. Et on avait vu que quand on envoyait de la lumière blanche sur un objet qu'on appelait un prisme, alors un prisme de verre, c'est un objet en 3D, en verre, et c'est un peu comme un cylindre, sauf que vous avez une base triangulaire au lieu d'avoir une base circulaire. Bref, on a vu que quand la lumière blanche traversait un prisme, elle était séparée en ses différentes composantes, et on obtient ainsi le spectre de la lumière blanche. Alors j'ai pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais le rouge est séparé du bleu, séparé du vert, et on a une infinité de couleurs, un spectre continu de la lumière blanche. Donc, comme c'est expliqué à la fin du chapitre, tout ça peut être détaillé
est expliqué avec le phénomène de réfraction, puisqu'ici, d'un côté, vous avez de l'air, puis un matériau en verre, puis de l'air. Donc vous vous rendez compte que là, vous avez un premier dioptre, et ici, vous avez un second dioptre. La lumière blanche, ici, va donc être réfractée. Si je fais un zoom sur ce qui se passe sur le premier dioptre, quand votre lumière blanche arrive sur le dioptre, la lumière va être réfractée. Et il se trouve que l'indice vu par le bleu, N1 du bleu, n'est pas l'indice qui est vu par le rouge, qui a une petite différence. La lumière rouge ne va pas se déplacer à la même vitesse dans le matériau, dans le verre, que le bleu. Donc l'indice du rouge est différent. Et c'est cette légère différence qui va séparer vos rayons lumineux et qui va aboutir à la dispersion de la lumière. Et comme en plus ici vous avez un deuxième dioptre, un dioptre vert R, vous allez avoir un second phénomène de réfraction qui va amplifier cette dispersion. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec un dernier point important qui concerne les indices optiques. Pour reprendre mon verre du début, la lumière ne va pas se comporter de la même façon quand elle traverse le premier dioptre, c'est-à-dire le dioptre R vert, et le deuxième dioptre, le dioptre entre le vert et l'air à l'intérieur. La réfraction se produit légèrement différemment, ce qui peut produire des effets très rigolos tels que vous pouvez les trouver sur Google Images. La différence, la voici. On va comparer deux situations. Première situation, la lumière traverse d'abord un milieu d'indice plus petit et arrive dans un milieu d'indice plus grand. Deuxième situation, la lumière arrive dans un milieu d'indice qui est plus grand, par exemple le vert, par rapport à l'air. Deuxième milieu, indice plus petit. Première situation, quand votre rayon incident arrive dans cette configuration, la réfraction va être très forte. L'angle réfracté va être petit. Ici, le rayon réfracté est très proche de la normale, donc s'éloigne beaucoup de la direction initiale. Voici la direction initiale de votre rayon incident. Vous voyez que le rayon s'est beaucoup éloigné, donc a subi une grande réfraction. Deuxième situation, pour le même rayon incident, votre rayon incident va au contraire s'écarter ici beaucoup plus de la normale. Le rayon réfracté s'écarte de la normale. L'angle réfracté est très grand. Et donc c'est cette différence que vous observez avec un deuxième milieu d'indice plus petit. Dans cette situation, j'ai expliqué dans le cours que vous pouviez trouver un angle d'incidence pour lequel, en fait, vous allez avoir un angle tellement grand que ce rayon-là va finir par longer le dioptre. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Ici, si vous tournez un petit peu votre rayon incident, vous agrandissez l'angle d'incidence, mais vous allez finir par trouver un angle pour lequel le rayon ici va finir par longer le dioptre et par se réfléchir intégralement. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale.